Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être ici. Je tenais à remercier tout d'abord les organisateurs et les familles de leur présence. Je vais vous parler donc de l'électroencéphalographie. L'électroencéphalographie, c'est une technique assez ancienne, peut-être une des premières à avoir été utilisée pour étudier le fonctionnement du cerveau d'un point de vue très physique, objectif, physiologique. Et un de ses avantages, c'est que justement, on a beaucoup de recul par rapport à cette technique, puisqu'elle a été plus ou moins inventée en 1929 par Hans Berger, mais elle est très abordable. Donc, elle est présente dans beaucoup de services d'exploration fonctionnelle, pour notamment le cas de l'épilepsie, mais on peut l'utiliser pour faire de l'exploration fonctionnelle au sens large. Et un autre avantage de l'électroencéphalographie par rapport à d'autres imageries fonctionnelles du cerveau, c'est qu'elle est extrêmement précise dans le temps. Donc on peut enregistrer le fonctionnement du cerveau à la milliseconde près, comparé à plutôt l'ordre de la seconde pour l'IRM. Mais par contre, ça se fait en contrepartie. Il y a un désavantage, c'est qu'on est beaucoup moins précis d'un point de vue spatial. Donc on n'aura pas d'image en 3D très précise de l'activité du cerveau comme on le voit en imagerie à résonance magnétique fonctionnelle. Mais par contre, on sera très précis au niveau de comment le cerveau découle sa dynamique dans le temps. Alors, il y a quand même du nouveau depuis 1929. On a fait des progrès en traitement du signal, on a fait du progrès au niveau des capteurs. Donc, par exemple, on a maintenant des techniques où, en combinant l'enregistrement électroencéphalographique à la surface du crâne et l'imagerie anatomique issue de l'IRM anatomique, on est capable de faire ce qu'on appelle de la reconstruction de source et en fait inférer et faire une sorte de prédiction de quelle serait cette activité qu'on observe au niveau du crâne au niveau du cortex. Donc c'est un peu comme de la sismographie mais électromagnétique. À partir juste de données de surface du crâne, on arrive à prédire un peu ce qui se passe au niveau du cortex. Donc avec ce genre de technique de reconstruction de source, on a à la fois une grande précision temporelle, mais on retrouve une sorte de précision au niveau spatial également. Alors ça c'était pour la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'un inconvénient jusque-là de l'EEG, c'était que c'était extrêmement long à installer. On est obligé de gratter le crâne, de mettre du gel, électrode par électrode, ce qui est en plus assez embêtant pour les personnes qui passent en EEG. Or, depuis quelques années, on a le développement de casques type géodésique, de ce type-là, qui peuvent s'installer en moins de 5 minutes et qui sont avec une très haute densité d'électrodes, ce qui est nécessaire pour pouvoir faire ces reconstructions de sources à partir de données anatomiques, IRM. Alors, il y a aussi une autre bonne nouvelle dans cette histoire, c'est qu'on a tout un pan en fait, de la cognition humaine qui a été quasiment inexploré en imagerie fonctionnelle, c'est celui de l'interaction sociale. Pourquoi? Parce que paradoxalement, on parle de cerveau social, mais on a étudié exclusivement des gens isolés dans des machines ou même en EEG, devant des perceptions sociales de stimulus. Et en fait, il y a toute la dimension interactionnelle qui est le corps même de notre fonction sociale dans la vie de tous les jours, qui a été très difficile à amener en laboratoire. Et donc en fait, certains appellent ça la matière noire des neurosciences. On est face à une littérature où on étudie un seul participant qui est dans une observation détachée et de manière passive. Et on va avoir émergence de paradigmes forcée, d'interaction forcée, où on dit imiter la vidéo que vous voyez sur l'écran ou exécuter telle action. Et finalement, on a cette partie-là qui sont avec deux participants engagés dans une interaction dynamique, ce qui, paradoxalement, est notre quotidien, qui est très très peu exploré d'un point de vue laboratoire. Alors, heureusement, depuis 2002, on a l'émergence de techniques pour aborder cet aspect interactionnel de la cognition sociale. Et l'une d'elles, c'est l'hyperscanning, qui a été proposé par Reid Montag, et qui consiste tout simplement en fait, à combiner plusieurs, je dis simplement, ça coûte plus cher, 2 fois plus cher, deux ou plusieurs IRM reliés entre eux par un serveur, et donc faire l'enregistrement de l'activité cérébrale de plusieurs personnes en interaction sociale. Alors ça a créé de multitudes d'études, certaines même qui poussaient le côté purement perceptif, social, sans aller dans l'interactionnel, mais déjà creuser cette notion de regarder
à travers les individus au lieu d'un seul individu. Donc, par exemple, Yuri Hasson à Princeton avait montré en enregistrant des gens en train de regarder le même film que la similarité de leur activité cérébrale était d'autant plus grande que justement il y avait des scènes sociales dans le film. Donc là c'est intéressant, ça nous montre qu'on est d'autant plus semblable quand on est engagé dans un contexte social. Et alors du coup, ah si c'est bon, normalement on m'a dit de cliquer 2 fois. Et en électroencéphalographie justement, j'ai eu la chance de faire ma thèse avec Jacqueline Nadel à la Pitié-Salpêtrière, qui est justement aussi beaucoup travaillé dans l'imitation dans le cadre de l'autisme. Et nous, ce qu'on a fait, c'est essayer de poursuivre les travaux qu'elle avait faits sur l'interaction mère-enfant, mais chez les adultes, en enregistrant à la fois leur imitation spontanée en contexte comme ça interactionnel, et en même temps leur activité cérébrale. Alors là, vous voyez un logiciel qui m'a fait faire des cauchemars pendant 11 mois, où j'analysais image par image ces interactions-là. Vous voyez les 2 personnes qui s'imitent de manière spontanée. Donc il y a un tour de parole qui émerge, en fait, de manière non verbale. Et nous, on a essayé d'étudier les bases neurophysiologiques de ce phénomène de régulation en fait, de l'échange, qui est un principe même fondateur de la régulation de la cognition sociale. Et alors, le gros résultat de cette histoire, c'était tout d'abord de découvrir qu'en fait, les cerveaux des 2 personnes rentraient à une sorte de résonance lors de l'interaction sociale. Donc, il y avait une mise en phase des oscillations cérébrales entre les 2 cerveaux. Alors, ce n'est pas de la télépathie, hein, je m'étais fait accuser de parapsychologue à l'époque. Non. Ici, en fait, on visualise juste le fait que il y a des dynamiques très très fines, de l'ordre de la milliseconde, qui sont similaires entre les 2 cerveaux. Ce n'est pas de la transmission de pensée. Le médium de transmission, c'est le comportement, en fait. C'est l'imitation même. Mais c'est intéressant parce que, justement, on retrouve des structures qui ont été étudiées en perception sociale, mais cette fois-ci dans le contexte interactif, et on creuse le côté dynamique, en fait. Et alors, une autre découverte intéressante qui, justement, nécessitait d'avoir cet enregistrement en contexte interactif et qui a été répliqué en IRM fonctionnel par Sophie Guillonnet et Philippe Fossati, avec Jacqueline Nadel aussi, c'est qu'il y a en fait toute une variation de l'activité cérébrale en fonction du rôle qu'on a dans une interaction sociale et du contexte dans lequel cette interaction se fait. Donc, c'est pas pareil quand on est imitateur ou initiateur d'un mouvement. Et c'est pas pareil quand on est dans un monologue comme là, où je parle et vous m'écoutez, ou quand on va être après, si vous voulez, discuter avec moi, où on sera dans un dialogue réciproque. Et donc ça montre qu'en fait, on a une connaissance qui est très parcellaire du fonctionnement du cerveau social, puisque justement, il y a toute cette partie interactionnelle qui est plus ou moins inexplorée. Alors, justement, donc ça, c'est le truc à retenir, du coup. La perception sociale et l'interaction sociale, c'est différent. Et pour revenir justement au cœur d'aujourd'hui et de l'autisme, le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été inférées sur le fonctionnement de l'autisme et les mécanismes de l'autisme, notamment au niveau du cerveau social, et que ces théories-là, bien que séduisantes, donc la plus séduisante qui avait très bien pris d'un point de vue médiatique, c'était à la suite des découvertes des neurones miroirs, ces neurones qui permettraient à la fois de percevoir les actions des autres et en même temps de comprendre nos propres actions. Juste de conclure que dans l'autisme, en fait, c'est juste un dysfonctionnement des neurones miroirs. Donc il y avait la théorie des neurones miroirs brisés qui s'était appuyée en fait énormément sur des résultats en électroencéphalographie. Et en fait, la théorie, bien que très séduisante, a été extrêmement critiquée par des psychologues en social. Et donc, il y a eu des articles Unbroken Mirror Theory, les miroirs débrisés. Et nous, justement, on s'est attaqué à ça. On a créé une plateforme d'hyperscanning où on a commencé à faire des études avec Jacqueline Nadel, justement, avec des personnes avec autisme. Et nos résultats, au départ, je voulais me concentrer sur cet aspect d'interactionnel. Mais un des premiers résultats qui est apparu, c'est qu'en fait, le résultat qui avait servi de base à cette théorie des miroirs brisés, en fait, était une erreur méthodologique. Donc, j'ai passé 2 ans à me battre avec des reviewers et des articles, tout ça, pour publier en fait un article qui remet en question complètement cette histoire de dysfonctionnement du système miroir et qui montre que c'est une perspective beaucoup plus large. Effectivement, il y a une différence qui s'observe avec les contrôles et les autistes, mais cette différence, elle est d'une autre nature et c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait croire. Donc, la théorie des neurones miroirs était séduisante, mais simplifiée, c'est pas forcément vrai. Et après, on a fait aussi des collaborations pour essayer d'automatiser
l'analyse de ces électroencéphalogrammes et du comportement pour pouvoir justement, comme on l'a présenté auparavant, élargir ce type d'exploration, non pas sur 10 ou 15 sujets, mais faire des très grandes cohortes. Donc ça nécessite que justement, il n'y ait pas des thésards qui passent des mois et des mois à indexer image par image des vidéos d'interaction. Et donc maintenant, il y a des moyens avec le machine learning de faire ça de manière pseudo-automatisée. Et alors, il y a une autre méthode que j'ai développée après aux États-Unis qui consiste à remplacer une des deux personnes dans l'interaction par un modèle théorique de l'interaction sociale. Et donc, ça s'appelle le Human Dynamic Clamp, qui a été initialement proposé par mon directeur là-bas, Scott Kelso. Et donc là, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir à la fois un contexte interactif, mais avec beaucoup plus de contrôle d'un point de vue expérimental. Et en plus, c'est aussi, on teste le participant, mais on teste aussi en fait notre modèle. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous êtes familier avec le test de Turing, c'est un test où on essaye de deviner si une machine est un homme ou pas. Et là, on peut faire tester en fait à quel point notre modèle théorique, finalement, il tient debout face à une interaction avec un humain. Et donc, ça aide à la fois d'un point de vue empirique, mais aussi d'un point de vue théorique. Et donc, on vous a présenté beaucoup de choses sur, justement, la génétique et comment c'était en train de changer. Là, depuis plus d'1 an, j'apprends beaucoup de génétique avec Thomas Bourgeron, justement, où j'ai eu la chance d'être nouvellement recruté dans son équipe. Et en fait, on a une explosion à l'heure actuelle à la fois d'exploration de génome complet, alors qu'avant on était sur un gène, un trait, ou par des méthodes avec des modèles de knockout, on casse un gène et on regarde ce que ça fait sur tout le phénotype. Mais en fait, comme vous voyez dans cette figure, l'intérêt c'est d'arriver à avoir du génome complet, de l'épigénome, même aller sur d'autres approches, avec un phénotype complet. Et donc là, le projet qu'on essaye de lancer en collaboration avec le service de Richard Delorme, c'est justement d'intégrer ces techniques d'hyperscanning et de Human Dynamic Clamp dans le contexte d'un service de pédopsychiatrie à Robert Debré. Et donc là, en fait, on a déjà vu tout un pan de recherche sur le lien entre la génétique, la biochimie. On a aussi toute la partie IRM anatomique et fonctionnelle. Et donc là, on fait un plugin de rajout sur cette exploration fonctionnelle en EEG avec des dynamiques très fines et en contexte interactionnel. Voilà. Merci de votre attention.